Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 303e briefing éclairage sur l'actualité en Russie, pardon, avec comme d'habitude nos deux experts donc qui vont, comme toujours le lundi, s'exprimer plutôt sur la situation internationale, la diplomatie, des choses comme ça. Donc essentiellement Igor, et peut-être Arnaud voudra ensuite compléter avec certains éléments et puis répondre éventuellement à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser d'ores et déjà, si jamais elles n'ont pas été abordées pendant le briefing, eh bien, ce sera un plaisir d'y répondre. Voilà, ben, sans plus attendre, Igor, que s'est-il passé depuis jeudi dernier? Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par le processus diplomatique sur lequel on saura plus de choses dans les heures et tout prochains jours, puisque un certain nombre de rencontres doivent intervenir à Davos dans le cadre du forum qui va s'y dérouler. Et il est question notamment, cette fois-ci c'est confirmé, d'une rencontre entre l'envoyé spécial russe, M. Dmitriev, Kirill Dmitriev, et les envoyés spéciaux de Donald Trump, M. Witkoff et Kouchner, qui sont donc à la manœuvre côté américain pour le processus diplomatique, étant entendu qu'il est question d'une rencontre également entre M. Trump et Zelensky, toujours en marge du forum de Davos. Donc tout ceci dans les toutes prochaines heures, prochains jours, un mardi, visiblement, peut-être encore mercredi. Donc on sera certainement en mesure de vous en dire plus jeudi lorsque les premières indiscrétions et déclarations auront été faites concernant ces rencontres. En revanche, ce qui était intéressant depuis jeudi, c'était la cérémonie de remise des lettres de créance qui s'est déroulée au Kremlin, puisque le président russe a reçu les lettres de créance de la part de 32 ambassadeurs, donc un beau contingent, alors ambassadeurs occidentaux, européens et ambassadeurs de France notamment, mais aussi des ambassadeurs africains, ambassadeurs du Moyen-Orient et des ambassadeurs d'Amérique du Sud, qui ont tous été reçus au Kremlin donc en fin de semaine dernière par le président russe. Et comme veut la tradition, il y a eu un petit laïus de Vladimir Poutine pour accueillir donc ces hôtes de marque, dans lequel il est revenu donc sur sa vision de l'état de la situation, j'allais dire, dans le monde. Et ensuite il a fait un breakdown par continent en fonction des pays qui étaient représentés. Alors assez, je veux dire, en lien avec l'actualité, il a commencé par l'Amérique du Sud et plus spécifiquement le lien entre le Brésil et la Russie, puisqu'il y avait le représentant du Brésil. Il a salué la nature des relations, les BRICS, enfin tout ce qui fait la relation entre la Russie et le Brésil. Alors même que l'Amérique latine, lorsqu'on regarde la stratégie de la politique étrangère russe, hein, le dernier document qui date de 2013, l'Amérique latine est vraiment en queue de comète, juste avant les Européens, on va dire. C'est pas la zone qui apparaît comme la plus prioritaire pour la diplomatie russe. Là, il a commencé par l'Amérique latine, évidemment, à cause des événements qui se sont déroulés au Venezuela en début d'année, ce qui n'est pas surprenant. Il a ensuite passé en revue les liens avec les pays du Moyen-Orient, puisqu'il y avait un certain nombre de pays qui étaient représentés là, dans l'Égypte, qui est un très bon partenaire de la Russie. Il a parlé également de l'Afrique, puisqu'il y avait des pays africains qui ont changé donc les chefs de représentation diplomatique. Il a parlé du Pakistan, il y a un nouvel ambassadeur du Pakistan, de l'Afghanistan, puisqu'il s'est passé des choses dans les relations bilatérales là aussi. Et puis, en arrivant à la fin, il est arrivé en relation avec les pays européens qui étaient représentés. Alors, il y avait les représentants de la Slovénie, de la France, de la République tchèque, du Portugal, Norvège, Suède, Autriche, Italie et Suisse, donc qui n'est pas dans l'UE mais qui est dans l'Occident. Et donc, il s'est adressé à eux, évidemment, sur un ton un petit peu moins sympathique, mais en expliquant que voilà, il y a des relations historiques que l'on connaît, qui sont très profondes, mais aujourd'hui, selon sa formule, hein, les relations entre la Russie et ces pays-là laissent beaucoup à désirer. C'est le terme qu'il a employé. Ceci étant dit, il a ensuite exprimé l'espoir que ces relations finiraient par revenir à un dialogue normal et constructif, la formule qu'il a employée là aussi, fondé sur le respect des intérêts nationaux et des préoccupations en matière de sécurité. Et donc, il a appelé de ses voeux, réitéré le fait et appelé de ses voeux, la formation d'une architecture de sécurité européenne et mondiale, je cite, fiable et équitable, et appelé à la reprise de discussions substantielles. Il a rappelé, une fois de plus, que la sécurité était indivisible, selon la perception russe que l'on connaît, hein, de la lecture de la sécurité, et qu'on ne pouvait donc à ce titre-là pas assurer sa sécurité au détriment de celle de son voisin.
Ça a été voilà, redit à l'issue de cette cérémonie-là, sachant que le lendemain, M. Peskov s'est exprimé en qualifiant de grands bons en avant, ou grands pas en avant, les signaux envoyés par la France, l'Allemagne et l'Italie, dont on parlait en fin de semaine dernière, sur le changement de ton. Et donc ces signaux contre leur volonté d'engager un dialogue direct avec la Russie. Donc ça a été non seulement remarqué par le Kremlin, mais dans la communication officielle, ça a été qualifié positivement de grands pas en avant. Alors d'ailleurs, cette réception des ambassadeurs par Poutine et ce discours traduisent peut-être là une volonté, une manifestation de la Russie d'ouvrir un petit peu le jeu vers les Européens, alors que sur la scène internationale, un certain nombre de ses partenaires sont sous pression. On pense à l'Iran notamment. Il s'est passé ce que l'on sait au Venezuela, l'an dernier, la chute de Bachar el-Assad. Donc on peut imaginer que pour les Russes, il y a un incitatif à jouer le jeu, d'essayer de rouvrir, de donner des signaux en tout cas positifs sur ce changement de ton côté européen, une réception positive, et côté européen, peut-être une volonté un peu tactique d'ouvrir le jeu, alors que la situation avec les États-Unis, le contexte se tend en raison du Groenland. Et là, je fais allusion aux événements et à l'actualité de ces toutes dernières heures, vraiment. Quelques éléments sur l'Ukraine, puisque le nouveau ministre de la Défense dont je vous avais parlé il y a quelques jours, M. Fyodorov, s'est exprimé dans les médias ukrainiens. Ces propos qui ont été assez largement rapportés par le Financial Times ce week-end. Selon M. Fyodorov, eh bien, 2 millions d'Ukrainiens manquent à l'appel après avoir reçu des ordres de mobilisation, qui ne sont pas présentés dans les bureaux d'enrôlement. Donc, c'est 2 millions de personnes qui sont recherchées pour s'être soustraits en fait, à l'appel sous les drapeaux. Et à côté de ces 2 millions, il y en a 200 000 autres qui sont absents sans permission, c'est-à-dire qu'eux ont été enrôlés, sont partis très certainement en repos ou en permission, mais ne sont pas revenus ensuite dans les rangs, ce qui fait donc évidemment 2 200 000 personnels qui manquent dans les rangs de l'armée ukrainienne, et ce sont des chiffres qui, à mon avis, sont éloquents et traduisent un phénomène qu'on connaît bien lorsque l'on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux et que l'on suit notamment les difficultés que rencontre l'armée ukrainienne pour renouveler ses effectifs. D'ailleurs, un sondage a été réalisé par l'Institut international de sociologie à Kiev concernant plusieurs questions. Tout d'abord, on a interrogé les Ukrainiens sur l'hypothèse d'un référendum concernant un hypothétique accord de paix. Alors, ça fait beaucoup d'hypothèses, mais savoir si jamais ils étaient favorables ou pas à l'idée qu'on les consulte en fait sur un accord de paix avec la Russie. Alors j'ai pas le formulé exact de la question et ça compte évidemment dans les sondages, mais le résultat est le suivant: 55% des personnes interrogées se sont prononcées en faveur d'un référendum sur l'accord avec la Russie, futur hypothétique accord avec la Russie. 32% s'y sont opposés, quand même 14% ont du mal à répondre. Et peut-être plus intéressant sur l'idée d'échanger le Donbass contre des garanties de sécurité de la part de pays occidentaux. Eh bien, cette idée est soutenue par 39% des sondés et 54, la majorité, s'y oppose. Donc, l'hypothèse de territoire contre sécurité ne reçoit pas visiblement l'approbation des sondés. Et une troisième question leur a été posée en leur demandant si, selon eux, en cas de gel du conflit, une nouvelle escalade suivra. Eh bien, la majorité répond oui. À 57%, les Ukrainiens sont convaincus que même si on arrête les combats, eh bien, une nouvelle escalade, une nouvelle phase de combat redémarrera après. Alors, je ne sais pas quelle est la temporalité qu'ils avaient à l'esprit, mais en tout cas, les gens sont convaincus un peu de cette hypothèse-là. Alors, l'échantillon des sondés était de 600 personnes, ce qui est un peu maigre peut-être comme échantillon pour les sondages. Mais c'est un sondage qui a été réalisé vraiment au cours des tout derniers jours, début janvier. D'ailleurs, Russes et Ukrainiens ont conclu une trêve locale autour de la centrale nucléaire de Zaporojye, à l'initiative qui a été mise au point par le monsieur Grossi de l'Agence internationale de l'énergie atomique, afin de permettre la réparation de câbles haute tension qui relient la centrale au réseau électrique ailleurs. Il ne restait plus qu'un seul câble qui était en fonction. Les autres avaient été détruits ou endommagés lors de combats autour de la centrale, ce qui provoquait une situation critique pour la stabilité de la centrale elle-même. Eh bien, une trêve locale a été donc conclue pour permettre ces travaux. D'après M. Grossi, c'est la quatrième trêve de ce type depuis le début du conflit, donc en 4 ans quasiment. Ce qui va permettre donc de mener ces travaux à assez brève échéance. Et puis une toute petite nouvelle qui nous emmène vers le Moyen-Orient. Vladimir Poutine s'est entretenu le 16 janvier avec le Premier ministre israélien, M. Netanyahou,
Et juste après, il a eu un entretien téléphonique avec le président iranien, M. Pezeshkian. On peut interpréter ces coups de fil comme étant la contribution russe à la désescalade autour de l'Iran, alors que certaines puissances du Golfe, comme l'Arabie saoudite, mais pas seulement, ont aussi essayé de faire entendre raison à Donald Trump pour qu'il ne frappe pas l'Iran dans le contexte de soulèvement populaire qui semble un petit peu redescendre néanmoins. Et donc, on est bien rentré dans une phase de désescalade, ce qui ne veut pas dire que le sujet de l'Iran, la page est tournée pour Donald Trump. Je rappelle qu'il y a un groupe aéroporté américain qui fait route vers le golfe Persique depuis l'Asie et qui devrait arriver sur place d'ici quelques jours, ce qui donnera au président américain potentiellement un outil s'il souhaite intervenir de nouveau contre l'Iran, sachant qu'il y a déjà des bases américaines évidemment à travers le Moyen-Orient, mais la présence d'un groupe aéronaval consolide et renforce considérablement le dispositif militaire américain dans la région. Voilà, Président, pour ce lundi. Merci beaucoup. J'avais pas le choix. Alors, on a quelques questions. Qui est-ce qui va mener les travaux dans la centrale de Zaporizhzhia? Ce sont les Ukrainiens? Ce sont les... Alors, je ne sais pas qui va être concrètement qui va faire ces travaux-là. Ça va être fait sous patronage, à mon avis, de l'AIEA. Il faudra regarder au cours des dernières pauses qui ont été citées par Grossi qui concrètement a fait ces travaux. Mais vu que ça a Ça peut déjà pas des être les Ukrainiens. Ça peut pas être les Ukrainiens puisque la centrale elle-même est contrôlée par Rosatom, hein. Donc, ouais, ça a probablement Ouais, plutôt être des Russes, ouais. Mais vu que ça a fonctionné par le passé, ils vont peut-être faire répliquer la formule qui a marché par le passé. Donc. d'accord. Très bien. On demande également ça, sur la communication du ministre de la guerre ukrainien sur les effectifs manquants de plusieurs millions. C'est curieux comme communication, jusqu'ici c'était un peu quelque chose d'assez secret et sur lequel il communiquait pas beaucoup. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'on prépare la population à une acceptation de choses? Enfin, comment tu interprètes ça? Effectivement, potentiellement c'est un signal qu'on peut envoyer à la population pour la préparer à ce qu'on appelle des décisions difficiles, difficiles à prendre. C'est une hypothèse tout à fait plausible et M. Fedorov vient de prendre ce portefeuille. Alors, est-ce que cela reflète le mandat que lui a donné Zelensky, de aussi préparer dans sa feuille de route l'hypothèse bien, de décisions difficiles et qui donc il faudra présenter à la population et que ça soit accepté, c'est tout à fait possible. Il y a eu par le passé quand même quelques changements de ton comme ça occasionnellement qui laissaient augurer peut-être qu'on pouvait interpréter comme un signal que les autorités ukrainiennes préparaient le terrain en fait pour des décisions difficiles qui ne se sont pas manifestées pour l'instant, mais ne serait-ce que toute la communication de Zelensky ces derniers mois sur le fait que la Crimée aujourd'hui est hors d'atteinte, qu'on ne pourra pas envoyer des dizaines de milliers d'Ukrainiens se faire tuer pour récupérer la Crimée. Bon, c'est quelque chose qu'on a entendu à partir du printemps dernier, mais qu'avant on n'entendait pas, par exemple. Donc ça permet de faire d'évacuer entre guillemets le sujet Crimée en tant qu'objet de négociation, au moins dans la communication publique. Il y a évidemment Valéry Zaloujny, mais il est sorti du service, mais néanmoins qui est un petit peu l'apporteur. Alors certains diront de mauvaises nouvelles, d'autres diront de nouvelles réalistes, mais qui dans ses tribunes dresse parfois des tableaux assez sans concession sur l'état du dispositif politique en Ukraine, de l'armée, etc. Bon, lui, on comprend qu'il est dans une posture de candidature, qui prépare potentiellement une candidature pour la présidentielle. Et donc, à ce compte-là, avec ce langage, entre guillemets, qui se veut vrai ou réaliste, on va dire, euh, comment dirais-je, qu'a récupéré le nouveau Fyodorov, le nouveau ministre de la Défense, peut-être que Zelensky aussi essaye de préparer aussi le terrain pour une future candidature en se parant de certains attributs de ce langage de la réalité, des discussions, enfin décisions difficiles à prendre. Voilà. Comment est-ce qu'est vécu en Ukraine, et d'ailleurs peut-être aussi en Russie, la quasi possible prochaine implosion de l'OTAN du fait du Groenland, où on se retrouverait tout à coup avec des pays de l'OTAN se faisant la guerre, même si ça semble un peu improbable comme ça, avec ce qu'on a pu voir jusqu'ici, ce qui était improbable devient quelquefois probable. Donc, comment j'imagine justement, tu parlais du sondage sur la croyance sur les normes de sécurité qui seraient dans le cadre d'un cessez-le-feu. S'il y a plus d'OTAN, c'est encore moins crédible. Donc, comment est-ce que c'est envisagé ça?
Surtout que ces garanties de sécurité, enfin, elles empruntent plusieurs formes, mais il y en a une qui est cette fameuse coalition des volontaires qui est censée incarner la détermination des Européens et l'engagement des Européens, sauf qu'elle reste adossée à des garanties de sécurité fournies par les États-Unis. Ce qui paraît aujourd'hui, dans le contexte, une fois de plus, des dernières heures, mais qui vient alimenter tout ce qu'on entend depuis des mois, paraît de plus en plus, enfin, de moins en moins solide comme de garantie, si tant est que les Américains les donnent, et on laissé très frileux sur la question. On commence à interpréter en Russie sur l'hypothèse de la disparition de l'OTAN lorsqu'on lit les colonnes et les tribunes d'observateurs chevronnés de la politique extérieure russe et de la géopolitique. Pour l'instant, ils sont quand même très prudents et ils se disent que ça reste quelque chose de peu plausible et certainement peu probable, cette implosion. En tout cas, c'est pas pour demain si ça arrive, mais en tout cas, ils le prennent comme un symptôme de la désagrégation de l'ordre international bâti et tenu par les Américains depuis des décennies. Et donc, ce serait un petit peu l'acmé si jamais cet OTAN venait à exploser. Mais pour l'instant, ce n'est pas considéré comme le scénario le plus immédiat et le plus probable, même si évidemment la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où on déploie 30 soldats allemands qui sont déjà repartis, une quinzaine, je crois, de Français au Groenland pour faire face à l'allié principal de l'OTAN, les États-Unis, alors qu'on agite la menace russe à l'Est, paraît complètement cocasse, évidemment. Ça paraît absolument ubuesque. Mais bon, c'est là où on est aujourd'hui. Il y a eu une réaction très fraîche de Dmitri Peskov, qui a dit de façon assez elliptique que si les États-Unis devaient voilà, prendre le contrôle du Groenland, Donald Trump rentrerait dans l'histoire. On ne sait pas si c'est positif ou c'est négatif. Ce qui est certain, c'est que les commentateurs ici, évidemment, se gaussent des Européens, et en particulier de la décision allemande, même si on n'en connaît pas la raison, hein, de rappeler les quelques soldats déployés. C'est plus sur cet angle-là, humiliation supplémentaire de l'Europe, plus effectivement que l'implosion de l'OTAN à laquelle pas grand monde ne croit. De l'autre côté, la presse anglo-saxonne, notamment le Financial Times, que l'on sait très engagé auprès des Ukrainiens, se pose la question, quel crédit accorder à d'éventuelles garanties de sécurité américaines au vu de ce qui se passe dans le dossier du Groenland. Donc les Russes sont assez discrets. Alors il y a quelque chose qui les a fait réagir, c'est une proposition du président croate qui invitait ce week-end Donald Trump à s'intéresser au Spitzberg, qui, vous le savez, a un statut spécial russo-norvégien. Et ça, les Russes n'ont pas apprécié. Objectivement, un renforcement de la présence américaine, militaire américaine au Groenland n'est pas une bonne nouvelle pour les Russes, hein, tout simplement parce que ça rapprocherait l'infrastructure des frontières nord de la Russie, dans un espace qui, pour l'instant, restait à peu près, enfin, pas trop conflictuel. Donc, à long terme, c'est pas une bonne nouvelle pour la Russie. Si les États-Unis mettent en œuvre leurs décisions, à court terme, ça crée des turbulences qui sont, vues de Moscou, bonnes à prendre, si j'ose dire. Ouais, peut-être la vision que c'est s'il y a disparition de l'OTAN et disparition des raisons de l'opération spéciale contre l'Ukraine, qui était justement d'empêcher l'expansion de l'OTAN. Donc s'il n'y a plus d'OTAN, la question est résolue. Oui, mais c'est pas ça en fait. C'est plutôt l'aspect fin de l'Occident. Voilà, ça c'est la fin de l'Occident tel qu'on l'a connu. Alors il y a déjà beaucoup d'accros, mais là ça va quand même très loin. Qui est un déploiement de troupes, qui est des politiques attentatoires à l'intégrité territoriale d'un autre État membre. C'est assez inédit. Bon, on connaît l'antagonisme entre Turquie et Grèce, mais enfin c'est jamais allé jusque-là pour l'instant. Ouais, Alors, surtout que les Danois étaient parmi les plus atlantistes dans le camp atlantiste, hein, je veux dire, c'est l'OTAN est inscrit dans la constitution danoise depuis le début. Donc là, ils sont vraiment pris entre guillemets un peu à leur propre jeu. Alors, ça va être à leur dépens. C'est ce que relèvent beaucoup de commentateurs russes, encore une fois, sur un mode très ironique, c'est que finalement, ceux qu'ils présentent comme les laquais de l'Empire sont ceux qui sont punis en premier. Mm. Et puis, sur un mode plus anecdotique, mais qui révèle là aussi un peu l'absurdité de la situation, il y a eu ces derniers jours la signature d'un accord croisé dano-ukrainien sur les garanties de sécurité. Évidemment, c'est assez surréaliste. Et il a été précisé que l'Ukraine ne serait pas tenue d'intervenir aux côtés du Danemark si le Groenland était envahi par les États-Unis.
Important. Et dans le genre un peu excité, il y a eu des propos assez virulents de Karaganov. Bon, c'est un peu habituel, justement sur la fin de l'Occident, le déclin, tout ça, et que le but ultime de la Russie était la disparition de l'Union européenne ou de l'Europe, c'était pas très clair. Est-ce que ça a des échos en Russie réellement, ou est-ce qu'il est, c'est un franc-tireur que personne n'écoute, ou est-ce qu'il a un auditoire, y compris dans les sphères gouvernementales, parce qu'on le présente quelquefois comme ayant l'oreille de Poutine ou à peu près, et si c'est ça qui écoute Poutine, ça peut être inquiétant, effectivement. Alors, faut rappeler qui est Karaganov. Sergei Karaganov, que je connais bien et qu'Igor connaît aussi, est un chercheur qui, à la base, est spécialiste des États-Unis, des questions de désarmement. Il est l'un des cofondateurs de l'Institut d'Europe au début des années 90 et cofondateur du Club de Valdai au début des années 2000. Il a connu une trajectoire intellectuelle assez proche d'autres de ses collègues, notamment Dmitri Trenin, hein. Il était parmi ceux qui étaient convaincus des premiers choix de Vladimir Poutine, qui, je le rappelle, au cours de son premier mandat, était très européen. Et puis, Maïdan et les élargissements de l'OTAN, la Géorgie, et aujourd'hui, il est effectivement sur des positions très radicales. Son propos est plus sur le nucléaire, d'accord. D'abord, il est, en tant que spécialiste du nucléaire, il s'exprime sur un sujet qu'il connaît bien, avec des thèses assez provocatrices, et pour lui, il faudrait que la Russie restaure la peur en procédant à quelques frappes sur le théâtre ukrainien. Il estime que, voire au-delà, en Europe, et il estime qu'in fine, les États-Unis n'interviendraient pas. Alors, est-ce qu'il a de l'audience ou pas? Je dirais qu'il est toujours lu et écouté, parce que Karaganov, c'est un peu toute proportion gardée, et sans les dérives récentes. Mais en termes de place dans le débat intellectuel, c'est un peu comme si vous aviez Montbrial ou Boniface. Enfin, c'est ce niveau-là, c'est pas un huluberlu de troisième zone. Je suis très sceptique pour ne pas dire plus, sur le fait qu'il ait l'oreille de qui que ce soit. Alors Poutine, certainement pas. Euh, euh, Même au MAE, ce qui ne veut pas dire il connaît tout le monde, hein, mais il n'a pas accès à Poutine, ça c'est pas vrai. Il peut rencontrer Lavrov de temps en temps, sans doute son adjoint Ryabkov, qu'il connaît bien, notamment lors des sessions du SVOP, le Conseil de sécurité et de défense, qui est un think tank qu'il avait créé en 1992 et qui mêle chercheurs et responsables politiques. Mais d'après ce qui nous était revenu en 2023, donc il y a près de 3 ans, lorsqu'il s'était exprimé pour la première fois sur le sujet, on nous avait dit de façon informelle ce n'était pas la ligne officielle de l'État russe. Alors, une question à propos de la rencontre d'une délégation russe à Davos, plutôt sur Davos. Est-ce que l'un de vous peut nous rappeler ce que c'est que Davos qui organise ça, qui est derrière? Est-ce que les Russes y sont bienvenus? Est-ce qu'ils ont toujours été bienvenus? Comment est-ce que ça fonctionne? Bon, Davos, c'est le forum économique hein, qui existe depuis quand d'ailleurs? Depuis une quarantaine d'années probablement, qui réunit le gratin du capitalisme mondial, comme on dirait. Alors, la Russie et Davos, effectivement, c'est un baromètre de ces relations, enfin, des relations entre la Russie et l'Occident. La Russie était jusqu'en 2014 la bienvenue. Alors il y a eu des hauts et des bas là aussi. Il y a eu sous Medvedev en particulier des délégations plus ou moins importantes. Il y a eu en 96, c'est un peu oublié, Zyuganov qui avait été invité à Davos. À l'époque, les gens anticipaient une victoire du candidat communiste. Donc ça donne toujours un petit peu la température. Là, effectivement, il n'y a pas de délégation, hein. Il y a simplement Monsieur Dmitriev qui est attendu pour rencontrer les émissaires américains, messieurs Witkoff et Kushner, le gendre du président Trump, qu'il a rencontré récemment aux États-Unis. Voilà, mais il n'a pas vocation à intervenir lors d'une séance plénière ou à participer à des tables rondes sur l'économie russe, par exemple. Alors qu'il y avait, je le rappelle, des tables rondes sur l'économie russe, sur les perspectives d'investissement dans les années 90 et 2000. Donc, Monsieur Dmitriev, c'est l'arbre qui cache la forêt, ou plutôt c'est l'arbre sans la forêt.
D'accord. Bon, enfin, ça veut dire quand même que la Russie n'est pas interdite de séjour dans ce forum. Et... Non, c'est pas la Russie, vraiment, c'est Monsieur Dmitriev qui est sous sanction, hein, américaine, occidentale, mais dont tout le monde connaît le rôle en Occident, et donc, à titre dérogatoire, il peut se rendre où il souhaite dans le cadre de discussions informelles sur l'Ukraine. Merci à tous les deux. Nous n'avons pas plus de questions, donc on va pouvoir finir notre briefing sur ce bon rappel de ce qu'est Davos et de son rôle dans les relations mondiales et capitalistes. Donc nous nous retrouvons jeudi 17 heures, alors avec des sujets un peu plus russes également, économie et politique intérieure, mais bien entendu un peu international aussi. Donc d'ici là, eh bien, on va continuer à regarder ce qui se passe dans le monde et en Russie. Comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.